Processus de paix de Nairobi, les groupes armés présents dans l'est de la République démocratique du Congo vont déposer les armes, a affirmé Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Entre-temps, à Goma, tout groupe armé réfractaire à l'accord de Luanda sera traqué par la force régionale de l'EAC et les FARDC avec l'appui logistique de la MONUSCO. Malgré les années de recherche et des avancées importantes concernant les traitements contre le VIH-Sida, améliorant la vie des patients, aucun vaccin efficace n'a été jusqu'ici vu le jour. Le nombre de contaminations reste aussi élevé, notamment en Afrique. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Nairobi, troisième round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Uhuru Kenyatta a annoncé hier mercredi que les groupes armés ont accepté de déposer les armes. Le facilitateur de l'EAC et ancien président du Kenya a fait cette déclaration après avoir reçu ces rebelles actifs dans les provinces du Nord et Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Sous ce chapiteau se trouvent près de 230 délégués venus de la République démocratique du Congo pour représenter les groupes armés, les communautés locales et organisations de la société civile des 5 provinces. La plénière de ce mercredi a connu une fois de plus la participation du facilitateur désigné de l'EAC, Uhuru Kenyatta, et les mandataires spéciaux du chef de l'État, Serge Tshibangu. Les deux personnalités ont tour à tour interpellé les participants sur leur responsabilité historique de trouver des solutions durables tout en ayant à l'esprit qu'il y a des principes sacro-saints à observer, comme n'a de cesse de les rappeler les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Il a ajouté qu'il n'y a aucun centimètre carré ou mètre carré du territoire congolais qui sera perdu, qui sera lâché à ceux qui n'ont pas droit, ça veut dire les non-congolais. Il a également souligné le signal que cette rencontre devait être un signal de paix. Et c'est à nous de pouvoir travailler pour que, en sortant d'ici, en rentrant dans notre pays, il s'agira donc d'exécuter tout ce que nous aurons décidé ensemble ici, qui va nous amener à une paix durable à l'est de notre pays. S'adressant aux groupes armés, le mandataire spécial a été très ferme. Nairobi 3 n'est pas une purgatoire pour ceux qui ont commis des graves crimes, une autre ligne rouge tracée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne sera pas possible, il sera pratiquement impossible de réutiliser les mêmes formes pour enfin utiliser des proxys qu'on va injecter dans notre armée régulière ou dans les forces de sécurité pour encore l'affaiblir davantage. Ça sera terminé. Ça ne se passera plus. Après cette plénière, les travaux se sont poursuivis en atelier. Les facilitateurs et les mandataires spéciaux ont reçu à tour de rôle les groupes armés, surtout ceux qui viennent de rejoindre les processus à ces stades. Le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste pour l'instant le principal document du travail qui balise la suite des pourparlers. Rendons-nous à Goma où les experts de l'EAC et de la MONUSCO se sont mis d'accord pour l'implémentation du mini-sommet de Luanda et des pourparlers de Nairobi. En croire le gouverneur militaire du Nord Kivu, l'arrangement technique a concerné l'usage de la force contre tout groupe armé ou terroriste réfractaire à la décision des chefs d'État. On écoute à ce sujet le lieutenant général Constant Ndima. Qu'il me soit permis de louer la bonne compréhension de tous les experts qui se sont mis d'accord pour l'implémentation des résolutions du mini-sommet de Luanda et celle des pourparlers de Nairobi. Par ailleurs, au point d'honneur à épingler est le fait que l'arrangement technique a mentionné l'option de l'usage de la force contre tout groupe armé ou terroriste réfractaire à la décision des chefs d'État de la région. La voie la plus sage pour tous ces groupes armés reste donc de se plier à la décision évoquée. Au nom de la population du Nord Kivu, celui du gouvernement provincial et au mien propre,
de remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour ses efforts inlassables à la recherche de la paix et la stabilité de notre chère patrie. Mes remerciements s'adressent également aux chefs d'État de la région et différentes personnalités qui ont pris part active au mini-sommet de Luanda et au pourparlers de Nairobi. Arrêtons au Nord Kivu, la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression était dans la rue de Goma ce jeudi pour dire non à la création d'une zone tampon en RDC. C'était également l'occasion de refuser les déploiements de l'armée ougandaise dans l'Est. Les manifestants ont exigé aussi aux Nations Unies de lever l'embargo sur l'achat d'armes imposé à la République démocratique du Congo. Et nous sommes en ligne avec Jacques Sinzaera, l'un des manifestants. Pourquoi avez-vous organisé cette manifestation pourtant rejetée par l'autorité urbaine? Aujourd'hui, la synergie des mouvements citoyens a appelé toute la population à une manifestation pacifique. C'était aller faire un sit-in devant la MONUSCO pour exiger la levée de l'embargo imposé contre notre pays. Nous sommes en guerre, nous sommes menacés, mais les Nations Unies ne prennent que les revendications du Rwanda qui acquisent notre armée de FDLR. Les FDLR sont des militaires rwandais qui créent des troupes chez nous et ils doivent rentrer chez eux quoi que ce soit. Mais les Nations Unies ont pris ça comme motif pour que le Rwanda continue à agresser la RDC. À part cela, les Nations Unies continuent à maintenir l'embargo d'achat d'armes contre la RDC. Voilà pourquoi aujourd'hui on a fait un sit-in devant la MONUSCO pour exiger la levée de l'embargo. Le sommet de Luanda a donné 48 heures aux terroristes du M23 de quitter toujours là. Et le délai a expiré. L'armée kenyane à Goma, il ne lance pas des offensives contre les terroristes. Voilà pourquoi on a aussi demandé, dans 48 heures, si l'armée kenyane n'attaque pas les terroristes du M23, qu'ils rentrent chez eux parce qu'on n'a pas besoin d'une autre touriste comme la MONUSCO. Nous disons encore une fois, par rapport au sommet, au mini-sommet de Luanda, on ne veut plus l'armée ougandaise dans notre pays parce que l'Ouganda est considéré comme M23, l'Ouganda égale Rwanda. À travers cela, on a toujours dit qu'on ne veut plus la création d'une zone tampon parce que c'est une stratégie occidentale pour la balkanisation de notre pays. Et dans la capitale, 5 piliers pour développer la ville de Kinshasa. C'est autour de ce thème que les participants à la 6e édition de l'Expo Béton ont réfléchi et les organisateurs se sont appuyés sur le rapport des vacances parlementaires des sénateurs et élus de Kinshasa, axé essentiellement sur la modernisation de Kinshasa. Une ville mal pensée consacre et maintient le sous-développement. Ainsi, les sénateurs et les élus de la ville-province de Kinshasa ont fait un grand pas pour le changement à la fois des paradigmes et des politiques publiques à travers le rapport des vacances parlementaires du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021. Ce rapport intitulé 10 projets pour rebâtir Kinshasa est regroupé autour de 5 grands piliers, à savoir l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, les plans d'aménagement urbain et les infrastructures ainsi que le financement. Expo Béton, 6e édition, ce salon de développement a ouvert ses portes et a saisi l'occasion de présenter la problématique que connaît la ville de Kinshasa. Cette réalité juridique a fait à ce que Kinshasa ne puisse pas se développer, insiste le président du Sénat. Les 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036 et donner au projet des sénateurs de la ville de Kinshasa un premier cadre pluriel de réflexion stratégique. Après les mots de bienvenue par le président du comité d'organisateur, Jamba Manissa, qui d'entrée de jeu a fait savoir qu'en 2050, Kinshasa sera l'une des villes les plus peuplées. Il a effleuré quelques problèmes de Kinshasa, une ville, une capitale et un siège administratif, une juxtaposition qui ne permet pas sa bonne gestion. Pour Jean-Tine Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui fustige le fait que la ville soit exclue du processus d'acquisition pour lui les désordres fonciers que l'on constate dans la ville est l'œuvre
de l'exécutif national ou du gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires foncières. Il souhaite qu'on revoie cet état de choses pour l'implication de la ville dans les fonciers. Après ses discours et allocutions, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait la ronde et a échangé avec les entrepreneurs sur place, le rassurant de l'accompagnement du gouvernement afin de réussir leur mission en République démocratique du Congo. La particularité de cette édition est que le Parlement, le gouvernement s'approprie ces questions afin qu'elles deviennent imposables et contraignantes envers les décideurs. L'humanité célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. À cette occasion, l'OMS appelle à mettre fin aux inégalités avec 25,6 millions de personnes vivant avec le VIH. La région africaine reste la plus touchée par le sida. Dans le monde, plusieurs avancées sont enregistrées dans le traitement, mais pas toujours de vaccin contre cette maladie. En République démocratique du Congo, les derniers chiffres officiels font état de plus de 540 000 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 400 000 reçoivent gratuitement un traitement antirétroviral, à en croire le docteur Emembayo, directeur du programme national de lutte contre le sida. Ce 1er décembre 2022 marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Avec 25,6 millions de personnes vivant avec le VIH, la région africaine reste la plus touchée par le sida, selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. 4 décennies après le début de la riposte au VIH, les inégalités persistent au niveau des services les plus élémentaires comme le dépistage et le traitement. Dans son message, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a déclaré, je cite, « Ne laissons pas le sida glisser au bas de la liste des priorités en Afrique. » Cette année, le thème retenu est « Égalité maintenant, ce qui devrait nous enjoindre à agir toutes et tous contre les inégalités qui alimentent l'épidémie et freinent le progrès pour mettre fin au sida. » Des progrès ont été enregistrés au cours de la dernière décennie, réduisant de 44% le nombre des nouvelles infections et de 55% la mortalité liée au sida dans le monde. Malgré des progrès considérables enregistrés en République démocratique du Congo dans le cadre du PNMLS, au cours des 20 dernières années, des problèmes majeurs subsistent, notamment l'accès au dépistage et au traitement. Recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières de Kinshasa, Didier Tinguete Lito, a répondu à la question orale avec débat lui adressée par le député provincial Eric Bukula. L'élu de Kinshasa exige du patron de l'Intérieur toutes les informations sur la politique du gouvernement provincial afin de résoudre ce problème. Ce mercredi 30 novembre 2022, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières de Kinshasa, Didier Tinguete Lito, a répondu à une question orale avec débat du député provincial Eric Bukula au sujet de la recrudescence du phénomène Kuluna à la base de l'insécurité dans la capitale congolaise. L'élu de Kinshasa dit vouloir avoir des informations fiables sur la politique du gouvernement provincial pour combattre ces phénomènes qui doit constituer l'urgence pour les autorités, surtout pendant cette période préélectorale. Il faut vraiment des solutions. À mon humble avis, cette procédure ne doit pas prendre fin s'il n'y a pas de solutions concrètes. S'ils ont besoin d'argent, comme il a soulevé, ils auraient dû nous dire ça. C'est la 4e année qu'ils viennent nous faire voter un budget. Dans une ou deux semaines, ils vont nous faire voter un autre budget. Ils n'ont jamais précisé qu'ils avaient besoin d'argent pour finir avec le problème de Kuluna. Et toutes les questions ont été posées là-bas, dans le sens de combien, supposons que voilà, la police ne dépend pas d'eux comme ils le disent. Mais c'est quand même placé sous leur autorité. Combien de sous-sièges ont-ils construit depuis qu'ils sont là? Combien de véhicules ont-ils donné à la police? Combien leur donnent-ils pour les frais de bouclage et autres? Moi j'ai appris qu'ils ne donnent rien. Devant les élus provinciaux mobilisés autour de leur collègue Eric Bukula, auteur de la dite question orale avec débat, le patron de l'Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa a évoqué plusieurs difficultés auxquelles est confronté ce secteur afin de sécuriser la population, notamment l'hypercentralisation de la politique nationale congolaise, tout en sollicitant un délai de 48 heures pour répondre à toutes les préoccupations des élus provinciaux. En outre, Eric Bukula insiste sur la visibilité de l'enveloppe de 3 milliards de francs congolais allouée chaque année pour les secteurs de la sécurité dans la ville-province de Kinshasa.
Célébration de la journée africaine de la statistique, l'Institut national de la statistique en appui avec la Banque africaine de développement a organisé une matinée au cours de laquelle plusieurs questions ont été débattues en présence du vice-ministre du Plan. Félix Mpaka, directeur général de l'INES, a rassuré qu'à l'issue des travaux, plusieurs résolutions seront envisagées en ce qui concerne la politique agricole en RDC. Avec comme thème renforcer le système des données en modernisant la production et l'autosuffisance statistique agricole pour mieux accompagner la politique du pays, Félix Mpaka, directeur général de l'Institut national de la statistique, a donné toute la substance par rapport au thème retenu cette année. En fait, la journée, c'est pour nous inciter, nous, les Africains, à utiliser les statistiques dans la gestion des affaires publiques et utiliser la statistique parce que nous n'avons pas encore une culture statistique suffisante dans nos pays. Une politique stratégique agricole que Crispin Mbadou, vice-ministre du Plan, a souligné que ça contribuera à améliorer la résilience de l'agriculture nutritionnelle et la sécurité alimentaire dans notre pays. La stratégie nationale pour le développement des statistiques en pleine élaboration, la stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique et le plan national stratégique de développement qui est actuellement en révisitation constituent des outils de mesure importants pour évaluer les systèmes statistiques nationaux, régionaux et africains. Rappelons par ailleurs que c'est depuis plusieurs années que notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pu actualiser sa statistique en matière agricole, ayant s'engagé aussi aux objectifs de développement durable, horizon 2030-2063. Ces travaux permettront à doter le pays d'un support adéquat qui assurera la meilleure politique statistique agricole en RDC. Dans le reste du continent, accusé de violations et des fautes, le président sud-africain Cyril Ramaphosa fait désormais objet d'une éventuelle destitution. Chargée d'examiner un scandale touchant Cyril Ramaphosa, une commission parlementaire a jugé hier mercredi qu'il y avait suffisamment de matière pour débattre de cette question au Parlement. À 2 semaines d'une échéance électorale cruciale pour son avenir politique, un rapport attendu sur un scandale autour des mystérieuses sommes en liquide qui gênent le président sud-africain a été remis ce mercredi. Cyril Ramaphosa est empêtré depuis des mois dans une sombre histoire des cambriolages datant de 2020 au cours duquel des liasses de billets ont été retrouvés cachés dans du mobilier. Il est accusé d'avoir dissimulé l'incident à la police et au fisc. Le Parlement a désigné en septembre une commission indépendante chargée de déterminer si des éléments démontrent que le président a violé la Constitution ou la loi. Les 3 membres du panel ont rendu mercredi au Cap leur rapport en 3 tomes à la présidente de l'Assemblée, Nosiviwe Mapisa, une étape importante qui démontre la maturité de la démocratie constitutionnelle en Afrique du Sud, a estimé cette dernière. Les conclusions du rapport, qui doit être examiné par le Parlement le mardi prochain, pourraient mener à un vote pour la destitution du chef de l'État. Mais cette procédure aurait toutefois peu de chance d'aboutir, car elle requiert un vote à la majorité de 2/3 à l'Assemblée où l'ANC de Cyril Ramaphosa détient une confortable majorité. Successeur de Jacob Zuma, poussé à la démission en 2018 après une série de scandales, Cyril Ramaphosa, qui a rejeté toutes les accusations, est attendu sur les fronts de la corruption qu'il a juré d'éradiquer. Une enquête criminelle de la police est par ailleurs toujours en cours. La remise du rapport parlementaire survient 2 semaines avant une importante réunion du Congrès national africain. Emmanuel Macron, visite officielle aux États-Unis depuis hier, une visite de 3 jours pour ce qui devrait sceller après une grave crise diplomatique entre les 2 proches alliés France-USA, la réconciliation bilatérale malgré quelques remous autour du protectionnisme commercial américain. La guerre de l'Ukraine sera également au cœur des échanges entre le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron. En
ouvre notre carnet sportif avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc va chercher son ticket ce jeudi face au Canada après sa victoire face à la Belgique le dimanche dernier et tenter de rejoindre un autre pays africain, le Sénégal, en huitième de finale. Hier, la Tunisie a été éliminée malgré sa victoire d'1-0 face au champion du monde, la France. Le tout dans ce résumé de Christian Boukaya. Le match contre le Danemark. L'aventure s'est arrêtée pour la Tunisie en huitième de finale. Pourtant, les Aigles de Carthage ont cru jusqu'au bout pour décrocher leur ticket malgré le but de Wabi Kazri, sans succès puisqu'ils n'ayant pas leur destin en main. Et c'est bien l'Australie qui a fait le job en renversant le Danemark. La Tunisie sort par la petite porte mais pourra se consoler avec cette victoire face aux champions du monde. Déjà qualifiée pour le huitième de finale, à l'issue de la deuxième journée, la France affrontera la Pologne, battue par l'Argentine, lors du dernier match du groupe C. Dans les scénarios de cette rencontre, Lionel Messi ratait un penalty à la 39e minute après une litanie d'occasions obtenues en première période. C'est finalement en deuxième mi-temps que l'Albi Céleste va trouver la clé du match en marquant par l'entremise de Mac Allister et Julian Alvarez, respectivement aux 47e et 67e minutes de jeu. Malgré sa défaite, la Pologne s'est qualifiée pour le huitième de finale, puisque dans l'autre match de ces groupes, le Mexique a encaissé face à l'Arabie Saoudite, malgré sa victoire de 2-1. Ce jeudi, un autre ambassadeur africain cherchera son ticket pour le huitième de finale. Classé deuxième avec 4 points dans le groupe F, les Lions de l'Atlas n'auront besoin que d'un point face au Canada pour se qualifier à la prochaine étape de la compétition. On va boucler avec le sport de combat. C'est demain vendredi que le Léopard de la RDC démarre les championnats d'Afrique de karaté d'Urban en Afrique du Sud. Pour ces hostilités, la RDC a aligné les athlètes dans 3 catégories, à savoir junior et senior. C'est ce jeudi que l'effectif de Léopard va afficher complet avec l'arrivée de la dernière délégation. Composée de 13 personnes, la dernière délégation de la Fédération des karaté-do du Congo s'est envolée la nuit de ce mercredi à jeudi pour l'Afrique du Sud, où se tiendront le championnat d'Afrique de la spécialité cadet, junior et senior. Avant de prendre la direction de Durban, les fauves congolais se sont préparés en conséquence dans le seul objectif, ramener des médailles au pays. Aussitôt arrivé à Durban, les 2 premières délégations ont fait quelques réglages pour se mettre dans le bain de la compétition. On est tous là, on travaille et je vois qu'il y a de la performance. J'ai confiance en mon équipe. Le championnat d'Afrique a un niveau. Le championnat mondial comme la série A, ça a un autre niveau. Et donc nous essayerons de nous adapter par rapport au niveau. C'est pas facile et je sais que ce que je fais, c'est pas aussi facile, mais quand même, je suis arrivé à l'objectif que je voulais et on attend les résultats à la compétition. Après l'apaiser, les Léopards de la RDC vont entrer en danse ce vendredi. Le terrain étant bien balisé, les fauves congolais sont prêts à défier n'importe quel adversaire dans différentes catégories. Place au rappel des titres. Processus de paix de Nairobi, les groupes armés présents dans l'est de la République démocratique du Congo vont déposer les armes, a affirmé Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Entre-temps, à Goma, tout groupe armé réfractaire à l'accord de Luanda sera traqué par la force régionale de l'EAC et les FARDC avec l'appui logistique de la MONUSCO. Malgré des années de recherche et des avancées importantes concernant le traitement contre le VIH-Sida, améliorant ainsi la vie des patients, aucun vaccin efficace n'a jusqu'ici vu le jour. Le nombre de contaminations reste aussi élevé, notamment en Afrique. Madame, Monsieur, restez informés sur l'Espace 50. Cette édition est complètement terminée. L'actualité reste à continuer.